Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Jean-Claude Lattès, présentent L'orphelin des docks, de Kai Rademacher, interprété par Nicolas d'Angoise. Le garçon sur la bombe. Vendredi 30 mai 1947. Le sang du garçon mort recouvre comme un voile la bombe anglaise de 250 kilos. La lumière entre à flot par la toiture disloquée du hangar, se déverse sur le cadavre, ainsi que sur la bombe non détonée qui a déchiqueté le sol en béton, cylindre fuselé rongé de rouille, poisson monstrueux de la taille d'un homme. Le reste de l'entrepôt est plongé dans l'obscurité. Le garçon et la bombe, en revanche, sont illuminés, comme par un projecteur de théâtre, se dit l'inspecteur principal Frank Stave de la police criminelle de Hambourg. Il est à la tête d'une petite équipe du bureau des homicides et devrait être en train d'examiner le cadavre et la scène de la découverte du corps. Mais au lieu d'enquêter, de questionner des témoins et de relever des pistes, car le garçon âgé de 12 ans, 14 au plus, a été assassiné, aucun doute là-dessus. Il est accroupi, à côté de quelques collègues, abrité derrière la carcasse difforme d'une grue détruite d'où, par un trou dans le mur, il observe attentivement à l'intérieur du hangar un homme évoluer autour de la bombe et de la misérable dépouille. Pas hésitant, geste prudent, il ne jette qu'un regard fugace à Stave, s'agenouille enfin devant la bombe non explosée, pose avec délicatesse sur le sol une grande sacoche en cuir noir. Un artificier du service de déminage qui va désamorcer cette bombe. Aussi longtemps que le détonateur reste actif, les policiers couraient un risque bien trop grand à s'approcher. « J'espère qu'il ne va pas m'effacer mes empreintes », se dit Stave. Un appel téléphonique à sa prise de service à la Karl-Muck-Platz a alerté l'inspecteur principal. Il a pris avec lui quelques choupos, ses agents de police en uniforme bleu, des jeunes pas encore secs derrière les oreilles, recrutés par les officiers des troupes d'occupation britanniques. Stave reconnaît le gardien-chef Heinrich Ruge. Il l'a déjà accompagné sur plusieurs interventions. « Le mort ne risque pas de se sauver », lui avait-il crié. Stave s'était tu et ne lui avait jeté qu'un regard de commisération. S'échappant des bords du shako, la sueur lui ruisselait sur les tempes. En temps normal déjà, les policiers en uniforme moquent ce haut képi tronconique inconfortable en le traitant de hotte à vapeur. Il fait 30 degrés en ce début de matinée. Stave se rappelle en frissonnant son dernier hiver. 6 mois impitoyables, durant lesquels le thermomètre oscillait le plus souvent entre 10 et 20 degrés au-dessous de zéro, descendant parfois même plus bas. Et à présent, ce printemps, de mémoire de Hambourgeois, le plus chaud. Comme si, après les hommes, c'est le temps qui devenait fou. N'empêche que la guerre est finie, se dit l'inspecteur principal pour se donner du courage. Ruge et 5 autres choupos se tiennent à ses côtés, à l'abri derrière la grue aux poutrelles tordues. Il n'y a aucune ombre protectrice aux alentours et le soleil les frappe obliquement. Stave sent leur transpiration. N'est-elle due qu'à la chaleur ? Ou la peur leur chasse-t-elle l'eau par tous les pores? Près d'eux, accroupe-t-on lui aussi un petit rouquin sec, le visage parsemé de taches de rousseur, luisant d'un coup de soleil. Ansgar Kinle, le photographe de la police, et par manque de spécialistes, le seul membre de l'anthropométrie judiciaire chargé du relevé des empreintes à la brigade criminelle de Hambourg. Le crâne chauve brûlé par le soleil du docteur Alfred Chisini brille plus encore. Stave a fait appel au médecin légiste qui, sans autre forme de procès, a emprunté la jeep d'un collègue anglais qui lui rendait visite pour se précipiter sur le lieu de la découverte du corps, où, une fois encore, il est arrivé avant les policiers. Il a l'air pâle sous son coup de soleil. De sa main aux doigts nerveux, il pince une woodbine entre ses lèvres. « Vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de fumer pendant qu'on désamorce une bombe d'1/4 de tonne ?» lui lance Stave,
lèvres serrées en sifflant entre les dents. En réalité, il sait que rien ni personne, et encore moins une bombe, ne pourrait empêcher le docteur Chisini de fumer. Le légiste se contente de sourire et secoue la tête. Telle une minuscule oriflamme bleuâtre, l'épaisse fumée de sa cigarette monte en volute au-dessus du champ de ruines. Staveux s'est fait transporter avec ses hommes sur le lieu du crime, à Steinwerder, en empruntant une barcasse pour traverser l'Elbe. Le chantier naval de Blomunfoss est situé sur la rive sud du fleuve, à la pointe d'une presqu'île en forme de tête de marteau. 2 énormes docks parallèles au cours du fleuve, un troisième qui s'enfonce dans les terres comme un gigantesque glaive. À droite, derrière ces docks, un bassin. Sur toute la longueur du site, des hangars et des entrepôts en briques, des grues alignées comme des soldats à la parade, l'entrelac des rails, des voies étroites où les locomotives de rangement fumantes traînaient vers les docks des citernes, des affûts de canons et des caissons en acier. Du moins jadis. Il y a quelques années à peine, dans ces hangars de Blomunfoss, on construisait le cuirassé Bismarck. De ces chantiers de marine ont été mis à l'eau quasiment la moitié des sous-marins de la flotte de guerre allemande. Staveux distingue encore une quinzaine de coques presque terminées. De gros tuyaux d'acier gris de 60-70 mètres de long, des tours élancées, les trappes fermées des tubes lance-torpilles, les gouvernails, les hélices qui brillent à la poupe comme de l'or au soleil. Certains bâtiments si neufs qu'ils pourraient appareiller sur le champ à l'assaut de l'ennemi. D'autres, déjà à moitié envasés dans le bassin tels des baleines échouées. 2 ou 3 épaves ont l'air d'avoir été battues à mort par un géant. Les Britanniques et les Américains n'ont eu de cesse de bombarder Blomunfoss. Staveux embrasse les abords du regard. Partout, sur des centaines de mètres carrés, des monceaux de ruines accumulées. Tout au long de ces docks qui s'étendent sur 200 à 300 mètres, des murs soufflés, des façades de briques à moitié effondrées, des cheminées détruites, des amas de métal fondus sous une épouvantable chaleur, des ronces et des oxalies foisonnant entre les pavés cassés, soulevés, des môles à l'épais béton recouverts d'un manteau végétal vert de grisé. Puis, c'est l'Elbe aux flots gris et rapides qui coule au-delà des derniers docks. Plus loin encore, des ruines et encore des ruines. Seule, isolée comme une gigantesque stèle funéraire, la flèche de l'église Saint-Michel émerge de la brume de chaleur. Il y a quelques années encore, le cliquetis des marteaux à rifter bourdonnait sur l'Elbe, et l'on entendait une sorte de bruissement jusque dans les locaux de l'hôtel de police. Aussi régulier et évident que le gargouillement d'une cascade, on finissait même par ne plus l'entendre. À présent, le silence est presque parfait. Nul navire en construction, pas de pluie d'étincelles jaillissant des appareils à souder ou du tronçonnage de barres de fer. Seule, à l'autre extrémité du chantier, une grue sur ses rails, hésitante et grinçante, en train d'arracher des ruines une poutre métallique coincée dans les gravats, et qui la fait pivoter pour la décharger sur une gabarre qui tangue sur l'Elbe. De la ferraille destinée à la fonte. Un pompier arrive, courbé en deux, un collègue de l'homme qui s'active dans l'entrepôt. « Il y en a pour combien de temps ?» demande Staveux. Il se rend compte qu'il a baissé la voix, comme si toute vibration pouvait faire exploser la bombe. Le pompier parle lui aussi d'une voix sourde. Difficile à dire. Ça dépend du détonateur et de son état. Des bombes comme celle-là, on en a vu des centaines. La plupart ont un détonateur normal qui fait exploser la charge à l'impact de la bombe. Il arrive que ces trucs se coincent. Ils peuvent avoir été endommagés en touchant un toit ou tout bêtement mal vissés à l'usine. Là, ça dure pas longtemps. Mais quelques-unes parmi ces gares sont des détonateurs à retardement, censés ne se déclencher que des heures ou des jours après qu'elles ont été larguées. Staveux opine, se rappelle qu'après les terribles nuits de bombardement de la ville, des bombes ont explosé quelque part dans l'océan de ruines, avec des déflagrations aussi soudaines que violentes. Les Anglais et les Américains les avaient délibérément réglées pour compliquer les travaux de déblaiement. Une des raisons pour lesquelles le responsable politique régional de la NSDAP,
Le Gauleiter Karl Kaufmann avait ordonné de se servir des détenus du camp de concentration de Neuengamme pour aplanir les ruines. Stave avait surveillé 2 ou 3 fois le travail des prisonniers. « Il arrive souvent que des détonateurs comme ça restent coincés, » poursuit le pompier. « Au premier abord, ils ont l'air indemnes, mais la plus petite erreur, une infime vibration, et la bombe vous pète au nez. » Ça suffirait un tremblement causé par des pas? Le pompier sourit. « Parfois, oui, mais manifestement pas là. Mon collègue a déjà fait un test concluant en s'approchant. » Les risques du métier, marmonne Stave. Sur nos cartes de ravitaillement, nous touchons les suppléments réservés aux travailleurs de force. Une compensation méritée, confirme-t-il à la silhouette accroupie à ses côtés. L'inspecteur principal des homicides tourne la tête et aperçoit à une 50aine de mètres un groupe d'ouvriers en train de les observer, visage renfrogné. Puis il se tourne à nouveau vers le pompier qui lui montre l'endroit où la charpente métallique effondrée prend appui sur l'un des murs. « C'est là que la bombe a touché, explique-t-il. Elle a ripé contre le mur, pivoté et fini par toucher le sol sous un angle qui a gêné le fonctionnement correct du détonateur. Une affaire compliquée. Mon collègue a encore besoin d'une bonne heure. »« Ne bougez pas, » ordonne Stave au choupos qui approuve de la tête sans grand enthousiasme. « Docteur Chisini, suivez-moi, je vous prie. Vous aussi, Kinle, vous pourrez peut-être vous rendre utile. Nous allons poser quelques questions aux ouvriers qui attendent dehors. Ils ont l'air impatients de nous apporter leur aide. Ils ont surtout l'air de penser qu'il est plus dangereux de se trouver à vos côtés qu'à côté de cette bombe non explosée, réplique le légiste, qui gémit d'effort en redressant son corps massif.